Déjà, merci beaucoup d'être ici. Ça fait plaisir, vraiment. Enfin, c'est rare qu'on ait autant de monde pour les séances. Donc, merci beaucoup d'être venu, même si en plus ce soir c'était plus tard que d'habitude, et d'avoir assisté à la séance. J'ai pas parlé non plus, mais aussi merci de m'avoir laissé l'opportunité de proposer le film d'Alice et de faire venir Alice, parce qu'en fait, on avait un ciné-club expérimental qui arrive bientôt et je voulais montrer ton film, mais comme il y a eu l'occasion là, je me suis dit que ça pouvait être chouette. Pour commencer la discussion, François, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous dire, quand on postule au Frénois, si je dis pas de bêtises, on doit proposer 2 projets de films, et dans quelle mesure ces films s'inscrivent-ils dans le cursus, et quelles sont les contraintes s'il y en a? Alors c'est effectivement presque ça, mais quand on passe au concours du Frénois, effectivement, on doit proposer 2 projets qui ne sont pas forcément des films. Souvent c'est des films, mais ça peut être aussi des installations. Et 2 projets qui tiennent compte des enjeux des 2 années. Donc la première année qui est liée, celle dont je m'occupe, qui est liée au cinéma, à la photo, à la vidéo. Et puis celle de la deuxième année qui est un tropisme numérique. Là, c'est mon collègue Eric Prigent qui s'en occupe. Ça peut être aussi des films, mais il faut travailler avec des outils. Enfin, il faut inventer les outils en même temps que le film ou l'œuvre, si tu veux. On peut se tutoyer. Et donc, mais alors, oui, c'est ça, c'est des intentions de projet. C'est-à-dire que le Frénois, c'est pas une boîte de production, donc il s'agit pas d'arriver avec quelque chose qui est déjà ficelé. Après, il faut que ce soit déjà relativement pensé. Il peut y avoir une différence, en tout cas, de conception, d'élaboration, d'avancée dans l'élaboration entre les 2 projets. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est l'idée que le Frénois, c'est aussi, enfin, c'est une école, et que donc dans les dialogues qui vont avoir lieu avec l'artiste professeur invité, et puis aussi les pôles techniques, la production, enfin toutes les équipes du Frénois qui accompagnent les projets, que ça puisse bouger. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans l'évolution des projets, des films ou des installations, dans les dialogues que vous avez entre vous aussi. Et je pense que c'est aussi enrichissant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, carrément. Et du coup, Alice, qu'est-ce que c'était le mal des ardents quand toi tu as candidaté, et comment ça a évolué, comment tu es arrivé à cette forme? Est-ce qu'elle était déjà pensée dès le début, ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué petit à petit? Bonsoir. Alors pas du tout, j'ai présenté un total autre projet que je suis en train de commencer maintenant là. et non, c'est au moment en gros c'est au moment entre la première et la deuxième année où j'ai eu envie de faire ce film. C'était du coup c'était déjà, je crois, 4 ans après l'incendie de Notre-Dame, dont il était question un peu dans les premières images qu'on voit dans le film. Et c'était un moment un peu de tension. Enfin, c'était un peu moins d'1 an avant les élections présidentielles. Et c'est un moment où il y avait une grosse montée du nationalisme en France, où il y avait un peu le... Enfin bref, il y a plein de choses qui sont passées qui m'ont donné envie de ressortir ces images et de travailler sur ces questions aussi de construction d'un imaginaire nationaliste à ce moment-là. Enfin, en tout cas, ce que j'ai remis en scène dans ce film, et beaucoup de choses qui sont vraiment passées, que j'ai remis en scène. Voilà. Et comment t'en es venu à cette forme où il y a 2 dispositifs qui se complètent, celui au début, ensuite la recréation en 3D. Enfin, tu me diras si les noms des technologies sont plus précises. Mais comment t'en es venu à ce dispositif-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était dès le début? En fait, j'avais ces images. Quand je me suis retrouvée sur place, un peu par hasard, j'avais une petite caméra avec moi, et j'ai décidé surtout de filmer les visages, enfin les réactions, parce que c'était ce qui m'a, je crois, le plus frappé dans cet événement. Et puis je me suis dit que des images de la cathédrale en feu, il y en aurait beaucoup plus, qu'il y en aurait beaucoup et des bien mieux faites que les miennes. Et j'ai été surtout marquée par ça. Et en fait, le son était de très mauvaise qualité. Et donc tout a été remis en scène un petit peu. Et j'ai utilisé une technique qui s'appelle la photogrammétrie, donc qui consiste à photographier des objets ou des personnes réelles sous tous les angles, et d'en faire des modèles 3D que j'ai ensuite disposés du coup dans Blender. Je travaille avec un artiste 3D, Nathan Gali, qui est génial et qui m'a aidé aussi à faire ça. Et du coup, il y avait cette idée, l'idée d'utiliser la 3D pour ça, c'était l'envie
d'être dans un espace plus, comment dire, plus onirique et de remettre en scène un petit peu la tension et le fait qu'il y avait vraiment la sensation d'une foule d'individus isolés, très éclatés. Et du coup, ça m'a permis un peu de recréer cette idée d'instant un peu flottant et de perte de repères où au début on est dans un peu une sorte de non-endroit un peu crépusculaire où on passe d'une personne à l'autre et où les gens sont très très loin les uns des autres et vont petit à petit se resserrer et vont refaire foule un petit peu autour de ce bouc émissaire final en quelque sorte, et qui était aussi une scène auquel j'ai vraiment assisté et que j'ai remis en scène avec la personne qui était un peu au cœur de cette situation. Et du coup, tu as parlé de Nathan Gallic, avec qui tu as collaboré, et je me demandais comment ça s'est passé la collaboration avec lui autour d'un tel projet, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la mise en scène dépend tellement de la technique que je me demandais comment ça se passait, ce jeu d'aller-retour entre lui et toi. En fait, quand j'ai eu l'idée de faire cette foule en 3D, à la base, on m'avait conseillé, parce que du coup, on a des rendez-vous d'expertise technique au Frénois, où on est conseillé un peu sur quelle technologie utiliser par rapport au projet qu'on a envie de faire. Et on m'avait dit, c'est impossible ton truc, de 200 personnes, si tu veux faire une foule, ça va être trop lourd et ça va être trop long. Et donc j'avais fait tester de faire des modélisations 3D et ça marchait, du coup des faux personnages, mais ça marchait pas du tout parce que moi ce que j'avais envie c'est vraiment qu'il y ait des visages, qu'il y ait des gueules, qu'il y ait des expressions et qu'il y ait aussi l'idée de recomposer une foule de gens qui auraient pu être là et qui est vraiment disparate, composée de le plus de personnes, types de personnes possibles, en essayant de rester fidèle aussi à ce truc un peu central de Paris. Du coup, moi, je me suis occupée de faire toutes les photogrammétries. Donc, effectivement, c'était un travail assez long. Maintenant, c'est plus simple, parce qu'on peut faire avec l'iPhone en 5 minutes, ce que j'ai mis à peu près 24 heures par personne à faire. Mais voilà, moi, j'ai fait tout ce qui est ce qu'on appelle les mèches, du coup, les photographies, les photogrammétries. Et Nathan, lui, il avait vraiment les compétences sur Blender. Et en fait, quand j'ai découvert son travail, justement, je cherchais quelqu'un avec qui travailler. J'ai mis un peu une annonce sur Internet où je cherchais, sur Instagram, où je cherchais dans l'idée quelqu'un qui soit une sorte de chef opérateur de la 3D. C'était un peu comme ça que j'avais présenté. Donc quelqu'un qui est vraiment dans le travail de la caméra et de l'éclairage, pas de modélisation, juste. Et en fait, il m'a écrit, j'ai découvert son travail et c'était exactement, on a vraiment une esthétique, je pense, assez liée. Et il travaille, lui, beaucoup à partir justement de photogrammétrie. En tout cas, il travaille beaucoup sur des sortes de vidéos, parfois des images un peu comme des photographies mouvantes, où il travaille beaucoup justement la lumière, etc. Et donc c'était vraiment ça qui était très chouette, quoi. Je pense que de base, il y avait une vraie connivence entre nos univers. Et après, on a travaillé vraiment ensemble, c'est-à-dire que moi, j'avais des envies assez précises. J'ai fait un plan avec les personnages. Il y avait un film qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Les Harmonies Werkmeister de Béla Tarr, qui est un film magnifique, inspiré d'un livre trop beau aussi, qui s'appelle La Mélancolie de la Résistance, et qui est l'histoire d'un village dans lequel les hommes sont progressivement épris d'une sorte de violence sourde. C'est assez dur à décrire, mais c'est un très beau film. Et il y a ces scènes avec des hommes, un groupe d'hommes complètement immobiles sur une place et des lents travelling entre eux un peu fantomatiques. Du coup, on s'est beaucoup inspiré de ces mouvements de caméra qu'on a essayé un peu de... on s'en est inspiré pour naviguer dedans, quoi. Donc après, on a pas mal cherché ensemble. Moi, je donnais un peu les directions, quoi, de lumière que je voulais, cette idée je voulais qu'il y ait l'éclairage du feu, je voulais qu'il y ait le fond noir, tout ça. Je lui ai donné des directives assez précises, puis lui, ça emparait aussi de ça, et on était vraiment tout le temps ensemble, quoi. C'est pas une commande que je lui ai passée, c'était vraiment un truc qu'on a fait à deux. Et c'est vrai que ce qui unit justement, je pense, Béla Tarr et les films qu'on vient de voir, c'est que
on est toujours à mi-chemin entre des univers qui sont parfois très familiers et des choses beaucoup plus mystérieuses, beaucoup plus fantasmagoriques. Je voulais savoir, tu en as un peu parlé en introduction, mais un peu comment tu as concocté, François, cette sélection et voilà, comment tu en es arrivé à ces films-là. C'est toujours un exercice un peu périlleux de programmer des courts-métrages. Après, c'est passionnant à faire parce que c'est comme un exercice de toute proportion gardée, mais c'est un peu un exercice de montage. Et j'essaie toujours de plutôt faire ça. J'essaie que ça soit pas trop thématique, mais que ça soit plutôt, que les films en tout cas déjà ne se fassent pas du mal les uns aux autres. Ils peuvent rentrer en collision, mais que ce soit un choc fertile, quoi, d'une certaine manière. Et puis l'idée aussi, c'était de manière aussi assez simple et concrète, c'était de proposer des esthétiques aussi qui soient différentes, qui rendent compte un peu de tout ce que on peut faire comme film au frénois. Enfin, c'est juste un précipité, mais effectivement, entre le film d'Alice qui a quelque chose d'extrêmement pictural, enfin le film de Sarah Anaïs aussi d'ailleurs, enfin il y a des espèces d'effets d'écho mais qui fonctionnent de manière différente. Enfin dans le film de Sarah Anaïs, donc Phalène, c'est beaucoup plus onirique, on est plus du côté du conte, enfin c'est ce que je disais, puis il y a tout un travail avec la musique. Donc voilà, c'est plus effectivement, c'était l'idée de rendre compte à partir de ta proposition, Corentin, du film d'Alice, de tirer un peu un fil. Et puis d'avoir aussi des objets qui soient plus ou moins narratifs, hein, c'est-à-dire que le film de Jérôme Corti l'est beaucoup plus, hein, enfin l'est même totalement. Et puis il joue sur des registres aussi formels qui sont, enfin de textures, enfin qui sont. Et puis il y a de l'humour aussi. Enfin c'est quand même même si c'est un humour un peu sombre, un peu noir, mais c'est quand même comment dire, un film vu à travers l'œil d'un satellite en train de mourir. C'est quand même une chose étonnante comme argument de départ. Et puis le film de Younes qui est apparemment dans quelque chose qui est plus classique. Enfin, je sais que moi ça m'avait beaucoup ému. J'étais passé au moment où il était en montage et j'étais tellement ému par le film, je n'ai quasiment pas pu lui parler. Après, comme je me suis un peu repris et j'ai retrouvé mes esprits, j'ai pu lui dire des choses, mais ça m'émouvait comme certains. Enfin, toute proportion gardée à nouveau, mais comme ça a la même justesse pour moi que Pedro Costa, par exemple. Enfin, dans cette espèce de rapport à l'image, au silence, à l'éclat aussi beaucoup. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'ai rien oublié, non. Et du coup, Alice, tout à l'heure, tu parlais des personnages. Je me demandais comment t'en es venu à créer ces personnages. Est-ce que tu t'es inspiré pour tous de ce que tu as vu sur la scène? Est-ce que il y en a qui ressortent, ne serait-ce que parfois parce qu'ils sont seuls dans le cadre? Je pense notamment à la policière. Et comment tu as écrit un peu ces voix off de ces personnages? Alors, déjà, peut-être pour commencer, je parlais du dernier personnage, donc un peu cette jeune femme qui est debout, Clara. Donc elle, c'est vraiment... c'est une situation auquel, en fait, toute la partie un peu finale, c'est vraiment retranscrite telle quelle de ce qui s'est passé. Moi, je suis arrivée un peu sur la fin. Et à un moment où il y a eu un peu ce mouvement de foule autour d'elle, elle s'est fait sortir de la foule ensuite par un policier et je ne l'ai plus revue. En fait, je l'ai retrouvée par hasard des mois plus tard. Je l'ai recroisée. Et du coup, on a échangé. Elle m'a envoyé aussi tout un texte qu'elle avait écrit après ce qui s'était passé, où elle racontait aussi tout le début du conflit que je n'avais pas vu, etc. Du coup, on a remis en scène ensemble, c'est sa voix qu'on entend. Et après, ça a été voilà, tout ce qui est l'homme qui crie France, toutes ces choses-là, c'est des choses qui étaient vraiment reprises telles quelles de la rue. Beaucoup de choses, beaucoup de spéculations autour des ouvriers, autour des églises brûlées à Paris, de l'insécurité en France. Tout ça, c'est des choses que j'ai entendues, quoi. Il y a eu un travail, il y a eu un gros travail de réécriture, mais plus on avance, plus c'est réel, en fait. Un peu comme le mouvement du film aussi, où ça va vers quelque chose de plus réel dans les images. Et voilà. Après, il y a plein de personnages comme celui le journaliste au début qui parle d'une espèce d'émotion commune. Ça, pour moi, c'était important que ça apparaisse parce qu'il y avait cette idée un peu où ça a été un événement dépeint comme une espèce un recueillement commun, alors que c'était pas du tout le cas. Et je pense que moi, ce que j'ai vécu sur place, j'en ai parlé aussi en construisant le film à d'autres gens qui ont vécu des conflits pareils ou des trucs assez violents à d'autres endroits autour de la cathédrale.
Le personnage du militaire. Il y a un vieux militaire aussi à un moment où je voulais reprendre un petit peu l'imaginaire un peu réactionnaire aussi. Où c'est le moment où il y avait eu la lettre des généraux, tout ça. Donc il y a plein de petits de personnages comme ça qui sont inspirés de différentes choses autour. Et sinon, pour tout ce qui est la première partie avec les pensées, c'est assez écrit à partir de pas mal de recherches, de réactions que j'ai pu trouver en ligne, d'études anthropologiques aussi qui ont été faites là-dessus, et beaucoup d'écriture. Mais tout a été entièrement reconstitué en studio, quoi. Ça a été le travail le plus difficile, je crois, le travail du son sur le film. Est-ce que vous avez des questions pour Alice ou François? Oui, vas-y Nathan. Oui, en fait, à la base, je voulais... Comment dire, en fait, quand j'avais ces images au début, de ces visages, j'avais envie de les mettre en face d'autres choses. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que je partageais aussi un peu l'étonnement d'une partie aussi de la foule où il y avait cette idée de pourquoi cet événement-là provoque cette réaction-là et pas d'autres. Et j'avais un peu envie de les mettre en face d'autres choses. Et donc j'avais une installation prévue avec une pièce en face. Mais au fur et à mesure de l'avancée de l'écriture, je me suis rendu compte que c'était plus fort de garder le hors-champ et de garder justement le fait qu'on ne voit jamais l'incendie et on comprend ce dont il s'agit petit à petit. Et où en fait, du coup, ça laisse la place aussi à l'imaginaire et je pense qu'on projette assez facilement aussi d'autres catastrophes. Et du coup, ça prend un sens différent aussi quand on se rend compte de ce que c'est sans savoir au départ. Donc voilà. Et au final, du coup, l'installation est devenue une boucle vidéo. Donc c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de générique et qu'il y a du coup le son est continu, quoi. Il n'y a pas de coupure et les images du réel à la fin reviennent aux images réelles du début et c'est vraiment une boucle parfaite qu'on peut prendre à n'importe quand. Mais du coup, c'était assez film comme installation. Mais ça fonctionnait quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, tout à l'heure, tu parlais du travail du son. Et je voulais revenir faire ça. C'est vrai que c'est des images qui, comme tu l'as dit, il y a les images dans le réel qui ont un son de mauvaise qualité. Puis il y a les images d'animation qui n'ont pas de son par définition. Je voulais savoir comment tu étais venu à cette forme finale. Est-ce qu'il y a eu des entre-deux? Comment t'es arrivé à ça? Au niveau du son ou au niveau du son, que ce soit la recherche sonore autour des parties dans le réel. Et est-ce que par exemple les voix off des pensées, c'est quelque chose qui a toujours été là? Ou voilà, comment t'en es arrivé? Ouais, en fait, j'ai un peu écrit et construit les images en parallèle. Enfin, j'aurais aimé avoir la bande son avant d'avoir les images, mais finalement, j'ai construit d'abord les images et après le son. Après, il y a eu un peu des allers-retours, mais ça a été compliqué parce qu'au début, il y avait cette idée des pensées depuis le début. Mais c'était au début, là, j'ai fait un premier enregistrement, j'avais enregistré 40 personnes en studio et le premier montage était horrible. C'était horrible. Et après, j'ai revu Les ailes du désir, classique. Et là, j'ai compris comment il fallait faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc de ton, de voix. Du coup, j'ai re-enregistré tout, mais avec un ton de voix beaucoup plus posé. Enfin, j'ai un peu modifié ça. Enfin, il y a eu pas mal de taf dans ce sens-là, mais ça a été assez pensé dès le début. Après, pour toute la deuxième partie, où c'est vraiment dans la foule et tout ça, c'était beaucoup de montage son. Je savais pas dans quel ordre ce serait. Il fallait qu'on ait vraiment l'impression d'être dans une foule, ce qui était assez dur en fait quand tu travailles à partir que d'enregistrements de personnes seules parce que tout le monde a été enregistré vraiment isolé. Et ouais, voilà, ça a été un peu long. Il y a eu aussi des personnages. Il y a eu notamment une personne qui était un jeune qui était super érudit, vraiment hyper affecté par l'événement, qui a improvisé, enfin, qui a énormément improvisé. Je l'ai laissé parler pendant une demi-heure. Donc il y a eu beaucoup de textes aussi de lui. Enfin, il y a eu aussi des entrées de choses un peu inattendues au moment où on enregistrait, genre où je l'ai rencontré pas très longtemps avant de faire les enregistrements. Mais voilà, sinon c'était assez construit.
Et, et justement, après la projection du film, je ne sais pas quel parcours il a eu, je sais juste qu'il est passé par Vision du réel. Je me demandais quels échos tu avais eu autour de ça. Parce que c'est vrai que c'est un événement, enfin, au-delà qu'on soit attaché à ça ou pas, enfin, à Notre-Dame ou pas, c'est, comme tu l'as utilisé dans le film, c'est plus quelque chose qui révèle un événement qui révèle quelque chose de la situation de la France. Et je me demandais quels étaient les échos que tu as eu de ça. Bizarrement, quand je l'ai fait, je me suis dit que c'était vraiment hyper codifié français et que ce serait difficilement... Enfin, qu'il y aurait des choses qui ne seraient pas forcément comprises. Mais en fait, ouais, bizarrement, j'ai l'impression qu'il était mieux reçu quand même à l'étranger qu'en France. Enfin, c'est pas qu'elle avait été mal reçue en France. En soi, j'ai eu quand même quelques projections en France. Je sais qu'il y avait des Français qui n'aimaient pas... j'ai eu quelques échos à Vision, mais de gens qui ne sont pas venus directement m'en parler, mais de personnes qui trouvaient que c'était... Enfin, qui étaient énervées qu'on parle encore de ça, parce que je comprends tout à fait qu'on a envie de parler d'autres choses. Pour moi, après, c'était pas le sujet, quoi. C'était un prétexte pour parler d'autres choses, pour parler de phénomènes de masse. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer un peu comment une foule de personnes très différentes, enfin, dans une foule comme ça, peuvent se propager des rumeurs, peuvent se propager des émotions, de la colère et enfin, voilà, un truc qui grossit et qui devient, enfin, un peu cette idée de psychose, quoi. C'était ça qui m'intéressait. Et c'était juste un moment aussi où c'était... Enfin, moi, quand j'étais sur place, où je trouvais que ça révélait aussi des grosses fractures sociales, enfin, des tensions qui existent tout le temps, mais qui là étaient révélées parce que, voilà, ça révèle des écarts de génération, de classe, enfin, il y a énormément de choses en fait qui se jouent à ce moment-là. Et c'est un truc aussi de pourquoi est-ce qu'on s'identifie à un bâtiment du patrimoine, pourquoi en fait on s'identifie pas. En fait, enfin, qu'est-ce que ça, je veux dire, qu'est-ce que ce symbole il met en jeu et qu'est-ce que sa destruction provoque aussi. C'était ça qui m'intéressait plus que l'événement. Mais bizarrement, je pense que ouais. Enfin, j'ai eu des belles réactions aussi de gens à l'étranger qui ont un peu partout, qui ont vraiment compris aussi et qui ont aussi compris le propos qu'il y avait aussi autour de cette question d'imaginaire national aussi à d'autres endroits du monde où la question est présente. Est-ce qu'il y a des questions par hasard? Vas-y. Moi, j'aimerais bien faire du cinéma à terme, mais pour l'instant, je prépare plutôt des installations. Là, je travaille sur des choses. Je travaille sur 2 projets différents. Un projet qui est plutôt documentaire, qui va être dans une installation vidéo à Toulouse bientôt en juin, et une autre en octobre, où là, c'est un projet que j'ai depuis plus longtemps en tête et qui est... c'est vraiment beaucoup de mise en scène, mais c'est assez expérimental et pas très narratif. Mais j'espère que ce sera une première étape de recherche aussi visuelle et d'imaginaire et que j'amènerai ensuite à un film de fiction. Mais voilà, je pense que c'est... Enfin, pour moi, j'aime bien être entre les deux et c'est vrai que le Fresnois, c'est super pour ça parce que ça nous permet aussi un peu de naviguer entre des milieux, enfin voilà quoi, plus art contemporain et puis cinéma, parce que c'est d'autres types de financement et c'est d'autres types d'attentes. Et dans l'art et dans les attentes aussi qu'il y a dans les formes installées, il y a quand même beaucoup plus de liberté, je pense, de recherche, etc. On est au niveau des dossiers qu'on présente, enfin bref, voilà. Peut-être une dernière question. On n'a plus beaucoup de temps. Non. Ok, du coup, François, je voulais te demander, là, du coup, forcément, on est dans une école de cinéma. Du coup, et d'un point de vue très concret, quelles sont les procédures un peu pour rentrer au Fresnois et tout, parce que je pense que ça peut intéresser des gens ici. Et voilà. Oui, j'espère, bien sûr. Je peux vous expliquer brièvement. Après, on a un site qui est très bien fait, et donc là, parce que je vais vous dire des choses assez rapidement, mais vous aurez tous les détails. Alors, pour cette année, vous
pouvez candidater jusqu'au 21 mars, donc là c'est vraiment bientôt. Ça c'est pour vraiment l'application de l'inscription sur dossier. Et ensuite, c'est la présélection, et ensuite il y a un oral, ce qu'on appelle le grand jury, qui est en mai. Je ne sais plus les dates exactes, mais c'est dans ces eaux-là. Ça a changé par rapport à quand tu avais présenté le Fresnoy. Mais alors les prérequis, il faut donc avoir un bac plus 5, donc 5 années d'études, après 5 années d'études supérieures. Pas forcément dans l'art ou dans le cinéma, même si la plupart de nos étudiants viennent d'écoles des beaux-arts. C'est pas toujours le cas. On a eu, je sais plus, on a eu un mathématicien. Enfin voilà. Après, il faut qu'il y ait une pratique évidemment artistique avérée pour candidater, sinon ça n'a pas de sens. Alors ça, c'est la première voie. Après, c'est possible aussi de candidater sans avoir bac plus 5, mais en ayant une pratique artistique avérée d'environ 7 ans. Donc c'est quelque chose qu'on évalue comme ça. Enfin, c'est à la fois précis, puis en même temps, évidemment, il y a des zones de flou un peu, mais c'est possible quand même. Ça nous permet aussi de ne pas être bloqué sur des gens qui doivent absolument avoir fait des études supérieures, et donc c'est d'autres profils aussi. Il y a une limite d'âge qui est 35 ans, qui est toujours là pour le moment. On est en train beaucoup de discuter là-dessus, si on la maintient ou pas. Voilà. Oui, c'est ce que je peux dire sur le concours. Moi, ce qui est très important, si certains d'entre vous candidatent, c'est parce qu'il y a tout un dossier écrit avec le parcours du candidat ou de la candidate, mais il y a aussi une petite vidéo de 8 minutes qui est visionnée à la fois par le jury de présélection et par le grand jury, le jury final. Et ça, c'est très important de faire quelque chose de pas juste montrer un extrait de film in extenso, mais de plutôt montrer quelque chose qui soit un peu comme un panel comme ça de choses que la personne a faites précédemment, mais après c'est très libre dans la forme. Et puis je pense aussi, ça c'est un conseil si jamais certains d'entre vous veulent candidater, c'est vraiment d'articuler clairement la pratique passée, présente, et puis les projets que la personne veut développer au Fresnoy. Oui, voilà, si je résume. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup à Christian, à François et à Alice. Va y avoir un drink juste après. Tant que j'ai votre attention, j'en profite pour annoncer quelque chose. C'est que le 12 mars, notre prochaine séance de ciné-club, ce sera un ciné-club de courts-métrages expérimentaux. Donc voilà, la programmation sera annoncée bientôt sur Instagram. Donc voilà, maintenant on passe au drink. Merci beaucoup. Et merci au fait, merci pour l'invitation, merci d'être là et tout, ça fait plaisir.